Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. RPM Rive-Sud, ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Et par Moto Journal, la revue numéro 1 des motocyclistes québécois. Cette semaine, à Action Motorsport, Marc et Martin testent pour vous la puissante routière FJR 1300 de Yamaha. Je retourne chez ADM Sport, question de compléter mon équipement. Cette semaine, Maxime, tu nous parles de pneus, de l'usure comme des modèles parce que chaque modèle a vraiment ses particularités. Aujourd'hui, tu nous présentes les gammes Bridgestone, mais également Metzeler. Oui, Zoé. Aujourd'hui, on va parler de ces deux types de pneus-là. Pourquoi? Parce que justement, on peut aller du côté sport, sport touring, custom. C'est tous des pneus qui vont être différents, tout dépendant de quel type de véhicule qu'on a besoin. Donc, ça va être important de vérifier le compound ou même, tout dépendant de ce que le client recherche, que ce soit le prix ou le style de conduite aussi. Là. Maxime, de nouveaux modèles. Parle-moi un peu des caractéristiques de ces pneus-là. Oui, dans le nouveau Bridgestone T30 cette année, qui est anciennement le BT023 que tout le monde connaît, ils ont accru le côté stabilité du pneu. Vraiment, c'est supérieur cette année au niveau du compound, qui est pas mal plus durable. C'est ce que les gens recherchent. Ils veulent la durabilité quand ils font de l'autoroute. On a regardé le côté mou de chaque côté pour justement la conduite sportive des clients. Mais je dirais que 90-95% des clients maintenant qui ont un sport ou même un sport touring vont y aller avec ce type de pneu-là qui est très conseillé pour justement la longévité du pneu qui est très efficace. Puis pour le côté custom, cette année, on y va avec un Metzeler ME880 Marathon. Si vous cherchez que ce soit du confort, de la stabilité ou même au niveau du prix, c'est surtout ça que les gens recherchent, je crois. Côté qualité-prix, c'est un pneu qui est vraiment qu'il faut découvrir absolument. C'est un pneu qui est durable. C'est ça que j'ai à dire. Durable et le côté qualité-prix. Ça vaut la peine de nous appeler pour faire une soumission de ce côté-là pour comparer, que ce soit avec Bridgestone, Dunlop ou peu importe. Vous allez découvrir que le ME880, c'est vraiment le pneu à installer cette année sur toutes les customs. Là. Selon ce que j'ai entendu, lorsqu'on a soit une nouvelle moto ou qu'on effectue un changement de pneu, on ne peut pas partir sur la route à toute vitesse. Il faut roder les pneus. Pourquoi? Oui, bien, à la base, quand le produit sort de la création du fournisseur, il y a un enduit spécial pour le moule du pneu pour qu'on garde le moule sur du long terme à l'entreposage. Donc, quand on installe le pneu sur la moto, c'est très important de faire attention. Que ce soit dans une saison, que ce soit début de saison surtout, là, des fois la température est plus froide un peu, c'est très dangereux. Ça peut être glissant. Ça va être glissant, ça va l'être, c'est sûr. On conseille là, que ce soit de 50 à 100 km, faire très attention dans les courbes. Des fois qu'il y a un petit peu plus, qu'il y a du sable dans les rues, c'est incroyable quand c'est dangereux. Puis aussi quand il vient de tomber de la pluie ou quoi que ce soit, même s'il n'y a plus d'enduit, que ça fait 50-100 km qu'on roule, mais qu'il n'y a plus, ça se peut qu'il en reste encore. Donc encore là, il faut vraiment faire attention, là, une coche de plus. Donc, au début, on y va progressivement. Et là, si on parle de l'usure, parce que je t'avouerai là, que je connais pas grand-chose dans cet aspect-là, qu'est-ce qu'on doit surveiller là, spécifiquement? C'est comme dans l'automobile. Vraiment, dans chaque craque du pneu, on se retrouve à avoir une petite bosse qui est à l'interne du pneu. L'idéal, ce serait de venir nous voir pour qu'on puisse vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est, là, parce que ça se calcule en 32e de pouce. Mais vraiment, c'est important à vérifier. Alors, vous allez retrouver une petite bosse à l'intérieur d'une craque. C'est vraiment dangereux. Il ne faut pas se rendre à cette craque-là, justement, là, parce qu'il faudrait changer le pneu bien en avant ça. Pour ce qui est de la sécurité du client. Là. Mais il faut parler des clients qui sont inactifs, qui vont laisser la moto dans la remise pendant quelques années, quelques mois. Ça use aussi les pneus, même si ça ne se voit pas nécessairement comme ça. Mais ce qui est dangereux, Zoé, c'est le style d'entreposage au niveau de l'humidité aussi, mais surtout le fait que si le pneu est à l'extérieur, dehors au soleil, un pneu qui ne fait rien pendant des années au soleil va craquer. Vous le verrez peut-être plus ou moins, mais c'est extrêmement dangereux. C'est quelque chose qui... Faut pas passer à côté de ça. Il faut vraiment vérifier le pneu avant de partir à début de chaque saison. Si le pneu est craqué, s'il y a quoi que ce soit, on le change dès qu'il y a une petite craque. C'est très dangereux. Les pneus, c'est la base. On ne prend simplement pas de chance et on vient vous voir chez le concessionnaire. Également, vous offrez le service d'installation. On est certain avec ça d'avoir un bon service. Pour tous les véhicules. Vous êtes OK pour toute la saison. Merci beaucoup, Merci à toi.
Marc, cette semaine, FJR 1300 de Yamaha. J'ai vu ton sourire quand tu l'as approché. Je pense que tu es content. Très belle moto. Mais ça s'inscrit dans quel segment de l'industrie? C'est une moto sport tourisme. Les plus vieux comme moi vont se rappeler que FJ 1100 en 84, c'était la moto sport de Yamaha qui a dérivé beaucoup du côté sport tourisme aussi. Donc, Yamaha a conservé une partie du nom, FJR. C'est carrément le prédécesseur. Là. On est passé de 1100, on a fait une nouvelle famille. Puis... Oui, c'est carrément une nouvelle moto. Ça n'a pas du tout rapport les deux motos l'une avec l'autre, à part que c'est un 4 en ligne, comme la bonne vieille FJ. Mais c'est pas la même motorisation. C'est complètement deux motos différentes. Mais l'esprit FJ est dans cette moto aussi. Dans l'industrie, il se classe à ce niveau-là, dans cette classe-là de moto. Mais au niveau du consommateur, à part Marc, c'est qui le client pour cette moto-là? C'est pas le monsieur qui va prendre sa moto pour aller prendre un petit café à 5 km de la maison. Il va s'acheter un scooter pour ça. C'est un peu dispendieux pour cet usage-là. C'est vraiment celui qui va aller prendre un café, mais à 200 km de chez eux, puis qui va revenir tranquillement par les petites routes ou qui veut rouler sur l'autoroute. Donc, on s'entend. Quelqu'un qui aime avaler des kilomètres, c'est la moto tout indiquée pour lui. C'est ça. Puis c'est pas une moto avec tous les artifices, là, le CB, le radio et toutes les bidules. C'est vraiment une moto. On conduit ça pour avoir un plaisir de moto. Donc, accessoirisation, on l'a mis de côté, mais on a conservé le confort, puis on a conservé quand même une cylindrée à l'intérieur de ça qui me permet, oui, de faire des grandes distances dans un confort, dans une ergonomie qui est le fun, moins de flafla, du moteur, si j'ai besoin de me tasser, à ce tasse. Du couple, il n'y a aucun problème, qu'on soit en première ou en cinquième, on tourne la poignée, il se passe quelque chose. Gamme qui a quand même une réputation, modèle qui a quand même une notoriété. On voit le jour en quelle année, le premier de la gamme? La première version, c'était en 2000 en Europe. En Amérique du Nord, ça a été en 2002. Donc, c'était la première génération. Quelques plaintes au niveau de la gestion de la chaleur pour le conducteur. Donc, Yamaha a fait des modifications. Donc, vraiment la chaleur que le conducteur reçoit pendant qu'il... Aujourd'hui, ça serait très plaisant. Mais à l'origine, pour l'été, c'est pas vraiment une qualité. Donc, ça a été mieux géré là, avec le redesign du... On réoriente, dans le fond, l'endroit où est-ce que ça sort pour pas que le conducteur la reçoive. De partir du premier modèle, on est avec un 1300 ou on est au 1300 au premier modèle? C'est ça. OK. Ensuite de ça, la modification qui est apportée l'an passé, c'est plus la gestion électronique, tant au niveau du contrôle de la traction. Parce qu'on a on a un antipatinage autant accélération que décélération là-dessus. C'est ça, qui peut être enlevé. On peut jouer dans les ajustements, mais enlever quelqu'un qui veut pas avoir l'antipatinage. Marc, par exemple? Non, c'est ainsi, j'aime bien ça l'avoir. L'ABS, les gestions de mapping d'injection. On a un mode sport, un mode tourisme. Le mode tourisme, justement, va être plus sage. En mode sport, on peut s'amuser à faire des choses illégales. Définitivement, une très belle moto. La notoriété a été gagnée. C'est même pas, je dirais même pas un beau compromis. C'est un sacré bel achat dans le sens où est-ce que, accessoirisé avec les valises derrière, tu la vois comme un peu plus une grande voyageuse. On retire les valises et de loin, on a l'impression d'une motosport. Et elle a la capacité motrice d'une motosport amplement. C'est très surprenant, quelqu'un qui se dit que c'est un sport tourisme pépère et qui embarque là-dessus. C'est vraiment une machine sport. Côté technique, il y a beaucoup à dire sur ce modèle-là. On commence avec la motorisation. Il y a beaucoup de jaloux dans l'industrie parce qu'on a un moteur là-dessus. C'est un monstre de torque, comme on dirait. 4 cylindres en ligne. 4 cylindres en ligne, 1300 cc. Refroidi liquide, 4 valves par cylindre. Bon vieux compromis qui date depuis des années, mais
Ça marche, la job, c'est ça fonctionne. Les gens aiment, on aime cette puissance-là. Quand même un couple qui est très disponible aussi. Après ça, on a un corps de papillon 43 mm pour l'injection. Un entraînement par carte-dent, donc aucun entretien à faire. C'est comme votre voiture. Donc c'est ce qu'on appelle un shaft communément. Donc il n'y a pas de courroie, il n'y a pas de chaîne, c'est un shaft. Donc c'est un entraînement complet qui va à l'arrière. Oui. Ensuite, les freins ABS, c'est sûr. C'était rendu un standard là, sur toutes les motos haut de gamme et maintenant aussi sur plusieurs bas de gamme et même d'entrée de gamme. Les suspensions sur ce modèle-ci, c'est ajustable manuellement en précharge. Notre modèle ES vient avec une fourche d'un peu plus petit diamètre, mais l'ajustement se fait électroniquement. OK. En avant et en arrière. Donc c'est une option un petit peu plus dispendieuse, mais qui peut justement être intéressante pour quelqu'un qui fait beaucoup de routes puis que les conditions vont être beaucoup changeantes d'une route à l'autre. Boîte de vitesse? 5 rapports. On ne sent pas le besoin d'un 6e rapport. Donc, si le moteur tire beaucoup, il est très doux. Il n'y a pas de vibration là, excessive. Donc, on ne sent pas le besoin d'une 6e vitesse sur cette moto-là. Si je rentre dans le menu au niveau de l'instrumentation, qu'est-ce que je peux gérer? Parce que là, sur celui-là, on ne peut pas toucher à la suspension, tu viens de le dire, mais il y a quand même des plages qu'on peut gérer. On peut jouer avec l'injection, le mode tourisme ou le mode sport. On est bon vieux mapping. C'est ça. Donc, on relâche la poignée de gaz. On peut jouer sur le petit bouton mode. C'est tout. Pas besoin d'aller dans 28 pages de menu pour aller chercher le mode d'injection. C'est très apprécié. Ça se fait on the go. Donc, si on veut... si on se fait peur avec le mode sport, on peut le mettre en mode touring assez rapidement. Je pense qu'il y a des poignées chauffantes aussi. Oui, ça aussi, c'est calibrable. On peut jouer sur l'intensité. C'est pas juste on-off. C'est vraiment, je pense qu'il y a 10 degrés d'ajustement sur les poignées chauffantes. Ergonomie et conduite, c'est un vrai 2 passagers complet. Oui. Donc, une selle littéralement en 2 sections. Oui. On peut ajuster la hauteur pour le conducteur. On a un jeu de 20 Ça, c'est mm. plaisant. 20 mm? C'est ça. C'est quand même suffisant pour rendre à l'aise quelqu'un d'un petit peu plus petite taille. Parce que c'est quand même une grosse moto. On parle de quoi comme poids? 637 livres, tout plein fait. Un petit peu plus pour la version avec suspension électronique, 640 quelques livres. Ce qui est intéressant, c'est que la selle de base, elle n'est pas trop élevée, pas trop large aussi à l'avant. Donc, moi, les 2 pieds bien à terre, aucun problème. Ça ne paraît pas son 637 livres. C'est la question que j'allais te poser souvent. Le défi de l'engineering, des ingénieurs à ce niveau-là, c'est justement de balancer la moto de façon à ce que tu n'aies pas l'impression d'avoir une tonne entre les pattes. C'est ça. Donc, c'est le cas ici. En s'amusant à le déplacer sur un sol qui est assez poussiéreux aujourd'hui, on n'a pas la sensation de tourner dans le beurre et qu'il ne se passe rien. On est capable de la virer. Fred Caillou dans son auto, c'est là. Ça. C'est moi, pas ça ici, là. Je suis pas un ours. Je suis capable de faire virer d'un côté et de l'autre. Aucun problème. Ensuite de ça, d'intéressant, c'est sûr qu'on a des silencieux accessoirisés aujourd'hui. C'est pas vraiment ce qui est stock sur la moto. Mais déjà, d'origine, on a amélioré un petit peu au niveau de l'échappement. Oui, mais celui-là, c'est sûr que ça donne un son Superbike. C'est de la musique à mes oreilles. Bien intéressant. Vitre électrique? Oui, un peu comme on voyait sur la Spider RT l'autre jour. Donc, c'est très facile. C'est un petit bouton sur le guidon. On monte, on descend. Ça monte, ça descend. À la hauteur voulue. Donc, pas de turbulence. Je l'ai essayé à vitesse d'autoroute. Aucun problème. C'est très intéressant. Au niveau rangement? C'est... D'origine, c'est 2 valises qui sont amovibles, c'est sûr. Ça contient, c'est sûr que c'est pas des valises de Goldwing, par exemple. Mais c'est pas le segment non plus. C'est ça. Ça s'adresse à celui qui veut une moto comme ça. Là. Puis on a un emplacement qu'on peut mettre un top case en arrière là, en option. Donc on peut équiper là, pour faire de la longue route à 2 sans problème. Ou juste une petite sortie de fin de semaine, il y a de la place dans les valises pour ça. Le fascia a été refait un peu? Oui, il donne un look... Moi, je trouve que ça ressemble à une face de renard un peu. Il compare la moto à une face de renard. C'est correct. Vous regarderez les images, puis vous en donnerez des nouvelles. Inspiré de la nature. Oui. Ensuite, le tableau de bord, ce qui est intéressant, le RPM, c'est vraiment une aiguille. C'est pas des cristaux liquides qu'on voit à moitié rien là, en plein soleil. Ça, moi, je suis... Donc, du coin de l'œil, on est plus habitué aussi. Tu sais, à la moto, on veut regarder à l'avant, jeter un coup d'œil rapide pour avoir une lecture efficace. Dans ce cas-là, ben, c'est ce qu'on est habitué dans l'automobile, dans les autres types de motos. La bonne vieille aiguille, on peut voir un petit peu l'emplacement où est-ce qu'elle est du coin de l'œil. Parfait. C'est ça. Donc, ça, moi, c'est chapeau pour ça.
L'indicateur des niveaux d'essence, c'est un must. L'indicateur de rapport engagé. Donc, si on est en 5e, en 4e, c'est tellement une machine qui a du couple que des fois, on ne sait même plus à quelle vitesse qu'on est. Ça ne fait pas de différence. C'est ça, tu es en 5e, tu te crois en 3e tellement ça tire. Tu ne l'étoufferas pas, c'est Non, j'ai pas réussi encore. Ensuite, petit ajout qui est intéressant dans le carénage, un petit vide-poche verrouillable. Donc, il n'y a pas de serrure apparente dessus, mais une fois que la clé est tournée, on a accès. Sinon, aucun passant qui peut ouvrir la petite sacoche peut partir avec, par exemple, les enregistrements ou des choses comme ça qu'on aurait pu laisser dedans. Il y a aussi une connexion... Connexion, genre comme on a dans les autos pour connecter... Connexion 12 volts, 12 volts, c'est ça. Simplement. On peut se mettre un GPS, recharger un téléphone ou autre bidule. Puis Marc, ton renard, il est fougueux? Ah oui, en feu! Comment tu as trouvé ça, ton appréciation de la moto? Agréablement surpris. Oui. Je m'attendais à beaucoup plus grosse moto. Comportement pantoufle un peu, là. Oui. C'est pas le cas. Pas du tout. C'est vraiment, là... moi, j'ai déjà essayé une FJ 1100 dans le temps, puis ça m'a rappelé des souvenirs, là, le couple, la tenue de route, ça, c'est vraiment intéressant. As-tu eu l'occasion de jouer avec les différents mappings, les différents contrôles, donc économique, sport? C'est ça, touring et sport ont une différence, c'est sûr. Oui. Il y a beaucoup plus de fougue en mode sport. Mode touring, on peut y aller plus mollo, mais ça reste que c'est intéressant quand même. Au niveau de l'antipatinage, pas trop limitatif? Non, ça, c'est intéressant aussi. J'ai pas eu de problème, là. C'est transparent. Ergonomie? Encore une fois, parfait pour Marc. Les poignées qui tombent bien, la hauteur de selle, c'est ça qui fait beaucoup la différence. On est capable de manœuvrer la moto sans se mettre dans le trouble. Oui, parce qu'on parle souvent de l'adaptabilité. On a déjà eu une conversation dernièrement là-dessus, justement. C'est ça. Adaptabilité, quand on passe d'une moto à l'autre, de plus en plus, les manufacturiers vont mettre l'emphase sur, justement, une moto dont la prise en main est pas mal moyen pour tout le monde, si on veut. On est dans la moyenne. Donc, on arrive à peu près n'importe qui va embarquer dessus, puis c'est rapide, la prise en main est bonne. Oui. Puis, même, regarde, j'ai encore beaucoup de jeux. Quelqu'un qui, moi, je mesure 5 et 9 et 3 quarts, pas 5 et 10, pas tout à fait. Donc, il y a encore de la place pour les jambes. Les bras, même chose, avec l'ajustement du pare-brise. Donc, on peut vraiment aller chercher plusieurs gabarits de grandeur, aucun problème. Ça ne prend pas justement un ours, là, comme on a vu la montée sur la béquille centrale, ça se fait à 2 doigts. Est-ce que en roulant, tu as l'impression d'une certaine agilité quand même? Beaucoup? Oui. C'est, comme je te disais, là, ça rappelle beaucoup la FJ. Donc, c'est une moto sport touring qui penche. Amplement? L'aiguille indique le nord. L'aiguille indique le nord. C'est vraiment une moto sportive avec des sacoches puis une bonne protection. Comparatif sur le marché? Kawasaki Concours 14. Honda ST1300, BMW les séries R et série K, et aussi la Triumph Trophy. Donc, plusieurs configurations moteurs. C'est avec la Kawasaki les seuls 4 en ligne. Les autres, c'est soit des V4, des 6 en ligne ou des 3 cylindres, ou encore le bon vieux boxeur à plat de BMW. À part la configuration de la motorisation, qu'est-ce qui la démarque du reste de la compétition? C'est vraiment la moto qui n'est pas trop équipée. Donc, une belle balance. Oui. Une belle balance. Une moto comme un vin bien balancé. C'est doux, ça passe partout et pour tout le monde. C'est ça. Je la garderai encore une semaine. Malheureusement, il va falloir aller la rapporter. On va aller changer ça contre une Yamaha Bolt, parce que c'est la prochaine moto qu'on présente, la Yamaha Bolt. Donc, tout autre style. Tout autre style. As-tu hâte de l'essayer? Oui. C'est assez spécial, oui. Là. Je te dirai pourquoi la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine, Marc. L'essai de la semaine vous a été présenté par RPM Rive-Sud. RPM Rive-Sud, ça fait 10 ans qu'on roule ensemble.
Salut Zoé, comment ça va? Salut Martin! Qu'est-ce que tu fais? Ben, j'essaie des gants, je pense que je suis rendue là. T'as-tu tout essayé ça, là? Mais non, as-tu vu le mur? C'est parce que c'est terrible, vraiment hein? grand. Là, moi, ce que t'as choisi, là, Ben, regarde. c'est pas un peu serré? Ils sont beaux, hein? Es-tu capable de fermer tes doigts? Oui. On regarde-tu peut-être s'ils ça. sont bleus? As-tu besoin d'aide pour sortir d'aide? Là, je pense que tu vas avoir besoin d'aide surtout pour choisir tes gants. Probablement parce que, sincèrement, là, je sais aucunement sur quoi me baser. Écoute, il y en a qui respirent, il y en a des plus épais, donc je sais pas, il va falloir que tu m'aides. Le choix est vraiment trop incroyable. Au départ, tu t'es en allé dans la gamme qui fabrique le manteau et le pantalon que tu as choisi. Oui. C'est un très beau départ parce que souvent, ils sont faits pour amalgamer au niveau de la fermeture sur le manteau. Maintenant, les gants, qu'est-ce que ça fait en moto? C'est ton premier contact avec la moto. On va souvent penser protection, protection, protection. Oui, mais un gant trop épais, trop protecteur va faire que tu vas mal sentir tes contrôles aussi. Okay. Donc, la première chose, avant même la protection, c'est d'être bien dans ton gant. Ça, c'est définitif. Le confort. Puis serré comme ça, là, à 2 heures de route, là, je te garantis que tu n'aurais pas été très, très bien. J'ai trouvé beau. Puis en Oui. plus, tu me l'as dit, là, la gamme Scott. Mais est-ce que j'aurais dû peut-être amener mon manteau aussi pour l'essayer? C'est une très bonne idée. Parce qu'encore là, avant même d'aller sur la protection, je vais essayer de voir quelque chose qui fit avec mon manteau. Donc souvent, quand tu choisis ton manteau, tu vas aller essayer les gants avec. Okay. Parce que dépendamment de la configuration des gants, toi, dans tes mains, tu as un gant qui est court. Oui. Certains gants vont être beaucoup plus longs comme ça, puis tu en as qui vont être encore plus longs. Tu as un manchon qui dépasse, qui va venir embarquer par-dessus ta manche. Alors, il faut que tu t'assures que ça fit sur ton manteau. C'est-à-dire que tu puisses l'embarquer et pouvoir le strapper dessus, parce que c'est prévu pour te protéger des intempéries. Donc, l'essayer avec ton manteau, là, c'est un très bon départ. Bien, tout à l'heure, je tenterai d'aller chercher mon manteau là, pour voir qu'est-ce que ça donne. Mais tu as parlé de protection, c'est sûr que c'est super important. Pour les accidents, entre autres, moi, je choisirais peut-être pas nécessairement ce gant-là là, parce que c'est plutôt petit, plutôt léger, facilement éraflable. Est-ce que je vais avec un gant vraiment plus épais? Pas nécessairement plus épais, mais tu vas mieux choisir ton tissu. Déjà, tu avais quelque chose qui était bien comme ça, mais je disons que c'est pour aller chercher une pinte de lait en moto, c'est parfait. Plus long que ça, on va aller chercher des tissus plus épais que ça un petit peu, ou des tissus mieux conçus. Tu vas avoir plusieurs types de tissus différents, comme dans tous les accessoires de moto, qui vont résister plus ou moins bien à l'abrasion. Donc, c'est une première chose, parce que la première chose que tu vas faire lorsque tu tombes, même si tu n'es pas en moto, à la maison, tu tombes, tu mets tes mains à terre. Oui. Même chose. Alors, tu vas aller chercher un gant qui va te permettre d'avoir une bonne protection. Donc, tu vois, l'épaisseur au centre, où est-ce que tu mets ta main sur la poignée, n'est pas si épaisse que ça, mais tu as quand même des bonnes épaisseurs qui vont être au point où est-ce que ta main va rentrer en contact avec le sol. Ça devient très important. C'est une bonne épaisseur de cuir. Puis en dessous, dans ce cas-ci, on est dans un gant Scott. En dessous et sur le dessus, tu as la même protection que sur les manteaux, le fameux foam que tu aimais bien la dernière fois. Oui. Donc, une viscose qui est le SAS Tech de Scott, qui vient dur rapidement à l'impact et qui relâche par la suite. Donc, ça va t'offrir une très bonne protection. Ça, c'est en cuir. Est-ce que c'est un tissu qui est vraiment à privilégier ou peu importe? Les gants sont souvent... On va souvent choisir des gants en cuir de par la flexibilité du gant. Ça épouse bien la main. C'est sûr que c'est pas le plus grand résisteur à l'abrasion, le cuir. Il y a des niveaux de denier dans le nylon, par exemple, des gros tissages qui vont te permettre beaucoup plus de résistance. Par contre, il faut que tu fasses un compromis entre le confort, la préhension des mains, de tes mains sur le guidon de la moto pour avoir un bon contrôle. Parce que le premier point de sécurité sur une moto, c'est d'en avoir le contrôle. Donc, on va faire un gros compromis à ce niveau-là. Et ça va souvent me porter à aller vers des gants en cuir ou des gants qui vont être un peu moitié-moitié. Tu vas avoir des parties cuir et tu vas avoir des parties tissu. OK. Alors, j'ai besoin de quelque chose qui va protéger des intempéries. Un tissu comme celui-là, même technologie triphasique que sur les manteaux. Donc, on laisse perspirer l'air qu'il y a dedans. On est imperméable à l'eau et on est imperméable au vent. J'ai vu, c'est ça, j'ai vu sur Internet, la membrane au Gore-Tex. Oui. Ça, c'est bon, membrane en Gore-Tex. Oui, absolument. Okay. Absolument. Ça, c'est vraiment le tissu qui recouvre ton gant, qui va te permettre une certaine résistance, moins que les gros deniers de nylon, mais qui va te permettre une imperméabilité qui est intéressante. Évidemment, dis-moi si je me trompe, là, c'est parce que le début de la saison de moto a été assez chaotique. Là. Neige, grésil, pluie, soleil. Est-ce que ça nous prend comme 50 paires de gants ou il y a quelque chose qu'on peut avoir, un modèle assez passe-partout? Bien, deux choses. Moi, personnellement, j'aime avoir 2 types de gants différents et toujours avoir la deuxième avec moi parce que si jamais j'ai chaud puis les gants sont mouillés, je vais changer. Il y a aussi moyen d'avoir un gant un peu plus grand, moins ajusté, dans lequel on peut avoir une insertion. Il y a des petits gants qui se vendent qu'on peut mettre dedans. Si vous savez que vous mouillez rapidement vos gants, ces insertions-là sont super plaisantes parce que tu entraînes 2-3, c'est pas cher. C'est mouillé, tu enlèves l'insertion, tu changes ça, comme les feuilles des enfants. Pareil, donc puis on fait sécher, évidemment, pour pas qu'il y ait trop d'humidité, puis que ça s'entretienne à exactement. la perfection. Fait que là,
Ça prend ton manteau? Je vais aller chercher mon manteau là, ici chez ADM. Il y a vraiment beaucoup de choix. Ouais. Donc, on va essayer quelques modèles pour faire une bonne sélection. Merci, Martin. Je t'attends ici. C'est tout pour cette semaine. Rejoignez-nous la semaine prochaine alors qu'on vous présente la rutilante Bolt de Yamaha. D'ici là, soyez prudents et visitez-nous sur Facebook, YouTube et sur télé-mag.tv.